Selon un consensus des historiens et archéologues, la collégiale Saint-Thomas de Crépy en Valois fut construite à partir de la fin du XIIe siècle. Aujourd'hui, il ne reste en élévation de cet édifice que sa façade occidentale, flanquée de sa tour nord, surmontée d'une flèche, et du côté sud, le départ d'une grande arche sous laquelle se situait l'entrée méridionale. Les ruines visibles témoignent à la fois d'une construction soignée, utilisant des matériaux de choix, et de dimensions respectables de l'ensemble initial, comparable à celle de la cathédrale de Senlis. L'objectif de ce diaporama, malgré la vacuité relative de documents fiables datant des XIIe et XIIIe siècles, est de présenter l'architecture de la collégiale et d'en dresser son histoire en évoquant les nombreuses vicissitudes qui l'ont affectée et qui se sont prolongées jusqu'en juin 2019, époque à laquelle une violente tempête a été à l'origine de dégâts importants sur l'édifice, déjà dans un état de délabrement avancé. Un imposant échafaudage fut mis en place pour consolider et restaurer ces ruines dans l'état où elles se trouvaient avant la tempête. La ville originelle de Crépy-en-Valois se situe sur un éperon rocheux à l'est d'une plaine calcaire céréalière appelée communément le plateau du Valois. Du point de vue hydrologique, l'éperon de Crépy est entouré par deux petites rivières, le Rue des Taillandiers au nord et le Rue Sainte-Agathe côté sud. Le calcaire du sous-sol de Crépy, très résistant à la compression, mais relativement aisé à travailler, a été utilisé comme élément de construction majeur dans tous les édifices d'importance, tels la collégiale Saint-Thomas. L'occupation du site de la ville de Crépy par les hommes est récente. En effet, si l'on remonte le temps jusqu'au début de la période néolithique, des cavernes ont été retrouvées près de Crépy, qui indiquent la présence d'occupants en ces temps reculés. Cependant, aucun indice archéologique issu de ces époques n'a pu être trouvé directement sur l'éperon rocheux de Crépy. Il en est de même pour les Gaulois arrivés vers 400 avant Jésus-Christ, qui impriment de nombreuses traces archéologiques dans l'environnement immédiat de Crépy. Plus tard, lorsque les Romains occupent la région, ils développent l'agriculture céréalière sur le plateau du Valois. De nombreux objets d'origine gallo-romaine, dont des poteries, des tuiles et des monnaies, y ont été découverts dans les villas ou à leur proximité. Or, l'éperon de Crépy lui-même n'a jamais fourni de tels vestiges. De cette période antique, le promontoire rocheux de Crépy n'a jamais directement témoigné, ni par l'archéologie, ni par la documentation, d'un passé antique significatif. Tout au plus, peut-on imaginer la présence d'une petite fortification romaine, mais sans agglomération d'importance, digne d'attirer l'attention des auteurs romains ou gallo-romains. Aujourd'hui, la plupart des historiens admettent que la ville de Crépy fut fondée en 1008 lorsque Gauthier le Blanc, un seigneur régional, fit construire sur l'éperon rocheux un château avec magnificence, selon les termes des chroniqueurs de l'époque, ainsi qu'une abbaye dédiée à saint Arnoul. Agissant de la sorte, Gauthier le Blanc avait rassemblé en un même lieu les trois éléments, aula, la salle, camera, la chambre, capella, la chapelle, constitutifs de la suzeraineté au Moyen-Âge. En affichant sa puissance et son pouvoir, il offrait une zone de protection-refuge pour les habitants d'un bourg naissant s'étendant vers l'est de l'éperon rocheux. Gauthier le Blanc était un descendant de Raoul de Gouy, lui-même descendant de Charlemagne par les femmes. Il créa ainsi la dynastie des comtes de Crépy, qui régna sur Crépy-en-Valois pendant près de 2 siècles. En dehors de Gauthier le Blanc, les comtes de Crépy qui ont le plus marqué l'histoire du comté sont Raoul IV, qui agrandit son domaine entre la Seine et la Somme par des combats et des fameux sièges de ville investis par surprise, pour le rendre aussi important et puissant que celui détenu par les Capétiens. Après la mort du roi Henri Ier, il prit pour épouse l'ex-reine Anne de Kiev, en répudiant sa femme Agnès, ce qui provoqua un scandale énorme parmi les seigneurs d'une France embryonnaire. Simon de Crépy, qui défendit à l'âge de 20 ans, avec vaillance et avec succès, le domaine de Crépy, hérité de Raoul IV son père, contre les tentatives d'annexion de Philippe Ier, le fils du roi Henri Ier et d'Anne de Kiev. Touché par la grâce, il se retira du siècle et s'établit en Franche-Comté à Mout, la ville la plus froide de France.
Avant de se retirer, il désigna sa sœur Alix comme son successeur, qui devint comtesse de Crépy. Il accomplit quelques missions au nom du pape Grégoire VII et se rendit en Terre Sainte, d'où il rapporta des morceaux de la Sainte Croix qui furent déposés dans l'abbaye Saint-Arnoul. Il fut sanctifié peu après sa mort. Adèle, la fille d'Alix, épousa Hugues le Grand, frère du roi Philippe Ier, ce qui scella l'union des Capétiens avec les Valois vermandois. Raoul V, qui prit part à de nombreux combats aux côtés du roi Louis VI le Gros. Au cours de ces combats, le roi fut blessé et Raoul V perdit un œil, d'où il reçut le surnom de Raoul le Borgne. Il devint sénéchal, c'est-à-dire le chef des armées françaises, pendant plus de 20 ans. Avec Sugère, l'abbé de Saint-Denis, il gouverna la France lorsque Louis VII le Jeune partit en croisade. Il s'amouracha de la jeune Pétronille ou Péronnelle, sœur d'Aliénor d'Aquitaine, et il répudia sa femme au prétexte de la consanguinité. Le scandale fut tout aussi énorme que celui provoqué par Raoul IV. Il fut excommunié. Pour se repentir, Raoul V prodigua de nombreux dons à l'Église jusqu'à la fin de sa vie, et il participa aussi à l'édification de nombreux établissements religieux. Raoul VI, l'héritier de Raoul V, fut un comte de Crépy éphémère, car, atteint de la lèpre, il mourut précocement. Sa sœur Élisabeth, mariée à Philippe d'Alsace sur les conseils du roi de France Philippe Auguste, lui succéda en 1167. C'est à cette époque que fut décidée la construction de la collégiale Saint-Thomas de Crépy. En 1190, à la mort de Philippe d'Alsace parti en croisade, le comté de Crépy échut à Éléonore, la demi-sœur de Raoul VI. Malgré 4 mariages, celle-ci n'eut pas d'enfant. Le comté de Crépy disparut à sa mort en 1214 pour être intégré au royaume de France selon un accord passé entre Éléonore et le roi de France Philippe Auguste. À noter que la dynastie des comtes de Crépy est relatée en détail dans le diaporama éponyme. La ville de Crépy-en-Valois connut dès le XIe siècle un développement démographique et économique considérable. La ville fut alors dotée d'une première enceinte pour inclure le bourg qui jouxtait, côté est, la zone réservée aux comtes et aux religieux. Pour répondre à la dynamique démographique, il fut construit une extension de cette muraille vers la fin du XIIe siècle. Or, l'ensemble des constructions importantes de la ville, le château comtal, l'abbaye et les enceintes successives avaient attiré de nombreux corps de métier de tailleurs de pierre, de maçons, de compagnons étrangers à la région. C'est ainsi que le nom de Crépy se fit connaître au-delà du Valois. Les 2 facteurs principaux de la vivacité économique de Crépy furent apportés d'une part par les pèlerinages à l'abbaye Saint-Arnoul pour vénérer les reliques de Saint-Simon, et d'autre part par l'influence de Philippe d'Alsace, comte du Valois, marié à Élisabeth, la comtesse de Crépy. Philippe d'Alsace détenait de son père une partie de l'Alsace et surtout la Flandre, qui connaissait elle-même à cette époque, par son commerce avec l'Angleterre et l'Italie, un essor extraordinaire. L'instauration en 1137 par le comté de Champagne des foires de la ville de Troyes attira un très grand nombre de commerçants et d'artisans originaires du nord de l'Europe, de Flandre, d'Angleterre et ceux des villes de la Ligue hanséatique. Pour se rendre à Troyes, les visiteurs empruntaient des voies qui passaient à proximité de Crépy. Par l'instauration de droits de péage pour traverser son territoire, la ville bénéficia ainsi de retombées économiques importantes. Remarquons au passage que les mauvaises traditions sont impérissables, car près de 1000 ans plus tard, Saint-Arnoul et les droits de péage sont encore bien connus des Français du XXIe siècle. Stratégiquement, les travaux relatifs à la construction et à l'agrandissement des remparts de Crépy correspondaient à la préparation d'une guerre inévitable par Philippe d'Alsace, car celui-ci avait bien compris que le roi de France Philippe Auguste convoitait le Valois pour l'intégrer dans le domaine des Capétiens. De son côté, la décision de construire la collégiale Saint-Thomas, prise vers 1170 par les laïcs Élisabeth de Crépy et Philippe d'Alsace, correspondait à la recherche du salut de leurs âmes, car ils pensaient très certainement que les chanoines de la collégiale seraient leurs meilleurs intercesseurs auprès de Dieu, en perpétuant la tradition des comtes de Flandre qui avaient construit nombre de collégiales dans leur pays. Pour bâtir l'édifice, ils choisirent un terrain situé au sud-est de l'Éperon rocheux,
à l'extérieur de la seconde enceinte de la ville, pour remplacer une petite église Saint-Étienne préexistante. Ce lieu s'appelait le fief des Bordes. Or, en ancien français, le mot borde signifiait planche, matériau avec lequel on bâtissait des petites maisons en bois. Ces maisons étaient souvent utilisées par des femmes de petite vertu pour exercer leur activité. On peut donc supposer que le terrain fut choisi non seulement pour apporter la paix aux âmes des seigneurs, mais aussi pour éloigner l'activité en question loin de la ville. Au début de l'année 1182, la santé d'Élisabeth déclinant rapidement, Philippe d'Alsace et Élisabeth publièrent l'acte de fondation de la collégiale Saint-Thomas. L'église fut dédiée à saint Thomas de Canterbury, alors qu'elle n'était pas encore achevée, une douzaine d'années environ s'étant écoulées depuis le début de sa construction. Henri, l'évêque de Senlis, procéda à la consécration de la collégiale en présence du légat du pape, le cardinal d'Albano. Cette pratique n'était pas inhabituelle à cette époque. On peut citer le cas de la cathédrale de Senlis, qui fut consacrée en 1191 et sa flèche achevée vers 1240. La collégiale était prévue pour fonctionner initialement avec 10 ou 13 chanoines selon les sources. L'acte de fondation indique également qu'était créé à proximité un hôpital ou hospice Saint-Michel destiné aux malades, aux indigents et aux voyageurs, ainsi qu'une école qui furent les premiers établissements de leur type implantés à Crépy en Valois. Élisabeth s'éteignit le 16 mars 1182. En 1184, les religieux de saint Thomas reçurent d'Henri, l'évêque de Senlis, l'église de Saint-Germain de Bouillan, située sur la route de Villers-Cotterêts, et une chapelle Saint-Antoine d'Échange, ou peut-être Saint-Antoine des Champs, localisée à environ 150 mètres au nord-ouest de la collégiale, près de la porte des Capucins. La dédicace de la collégiale à saint Thomas de Canterbury peut étonner. Pourquoi ce saint d'origine anglaise, martyrisé pendant la construction de l'édifice et de façon inhabituelle, sanctifié très rapidement, a-t-il pu être choisi comme le patron de la collégiale par Philippe d'Alsace et sa femme Élisabeth? Thomas Becket est né vers 1119 à Cheapside, une rue de Londres près de la cathédrale Saint-Paul. Son père, prénommé Gilbert, est né à Thierceville et sa mère à Caen en Normandie, un territoire qui à l'époque n'était pas encore la France. Les allégations selon lesquelles la mère de Thomas Becket serait d'origine sarrasine ne semblent plus crédibles aujourd'hui. Son père, Gilbert Becket, exerça d'abord le métier de marchand de textile, mais à la naissance de Thomas, il vivait de revenus provenant de la location de ses propriétés. Thomas Becket poursuivit ses études probablement à la Grammar School de la cathédrale Saint-Paul. Âgé de 20 ans, il vint à Paris pendant 1 an pour parfaire son éducation. Mais son père subit un revers de fortune, ce qui contraignit Thomas à travailler. En 1142, il fut embauché comme secrétaire par Théobald de Bec, l'archevêque de Canterbury, dont la famille était aussi originaire de Thierceville. Remarquons la proximité des noms de Bec et Becket prononcés à la française. Théobald de Bec missionna plusieurs fois Thomas Becket pour rencontrer les autorités papales à Rome, et il lui fit étudier le droit canon à Bologne et à Auxerre. En 1154, Théobald nomma Thomas Becket archidiacre de Canterbury. Ce dernier accomplit si bien les tâches qui lui étaient confiées qu'en 1155, Théobald le recommanda à Henri II Plantagenet, le roi d'Angleterre, pour occuper le poste vacant de Lord Chancelier, ce qui correspond à un poste de secrétaire d'État à la justice. Là encore, Thomas Becket montra ses capacités exceptionnelles d'administrateur. À l'époque, il était reconnu comme un homme cultivé et intelligent. Il menait cependant une vie dissolue de chevalier bagarreur et quelquefois fastueuse et ostentatoire. Il devint l'ami du roi Henri II, qui n'hésita pas à lui confier son fils Henri, héritier de la couronne, afin de lui apporter la meilleure éducation, selon une pratique alors courante pour les enfants de la noblesse. Lorsque Théobald de Bec, l'archevêque de Canterbury, mourut en 1161, il fallut attendre plusieurs mois pour nommer son successeur. Thomas Becket fut ordonné prêtre le 2 juin 1162 et le lendemain, il fut nommé archevêque de Canterbury. Il semble qu'Henri II ait parrainé cette nomination
car, en conflit avec l'Église depuis plusieurs années sur l'étendue du pouvoir spirituel par rapport à son pouvoir royal temporel, il espérait avoir ainsi, entre autres, la haute main sur les nominations des prélats anglais par l'intermédiaire de Thomas Becket. Mais Henri II n'était pas le seul roi européen dans cette situation conflictuelle avec l'Église. Son contemporain, le roi de France Louis VII le Jeune, fut excommunié pour être intervenu dans la nomination de l'évêque de La Châtre. Or, dès sa nomination, Thomas Becket, nouvel archevêque, prit le parti de défendre les intérêts de l'Église contre les visées d'Henri II. Dans les mois qui suivirent, le conflit entre le roi et l'archevêque ne fit que croître. En fait, le cœur du problème résidait dans la désignation de la juridiction qui devait juger des crimes séculiers commis par des membres du clergé. Alors que Thomas Becket soutenait que seule la justice de l'Église devait juger ces criminels, Henri II prétendait que ces criminels devaient comparaître devant la justice royale car ils représentaient près de 20% de la population d'Angleterre. D'autres motifs concernaient les propriétés de l'Église, certaines d'entre elles appartenant initialement à l'Église, puis données par le pouvoir royal à des particuliers, furent légalement récupérées par Becket selon un écrit du roi. Ces récupérations provoquèrent de nombreuses plaintes auprès du roi. Le 30 janvier 1164, Henri II convoqua une assemblée des plus importants prélats de l'Église anglaise à Clarendon Palace. Il en ressortit un texte comportant 16 chapitres, ou constitution en anglais, qui instituait une moins grande indépendance du clergé anglais par rapport à la royauté et qui distendait les liens du clergé avec Rome. Apparemment, les prélats, y compris Becket, semblaient ne pas s'opposer à ce que l'on appela les constitutions de Clarendon. Cependant, Thomas Becket refusa obstinément de signer le document. C'est alors que le roi Henri II somma Becket de comparaître le 8 octobre 1164 à Northampton devant une haute cour au motif d'outrage à l'autorité royale et de malversation dans sa fonction de lord chancelier. Mis en jugement, Becket, déguisé en moine, s'enfuit d'Angleterre le 16 octobre. Arrivé en France le 2 novembre 1164, où il rencontra Louis VII à Soissons, il se rendit à Sens où résidait le pape Alexandre III, réfugié dans cette ville en raison de difficultés avec l'empereur Frédéric Barberousse, tout à fait analogue à celle qui opposait Thomas Becket et Henri II d'Angleterre. Alexandre III apporte son soutien à Thomas Becket et pour le protéger, il l'assigne à résidence à l'abbaye de Pontigny de l'ordre de Cîteaux. Mais la lutte à distance entre Becket et Henri II continue. Le premier excommunie les évêques anglais signataires des constitutions de Clarendon, le second menace de s'attaquer aux abbayes cisterciennes d'Angleterre. Devant ces menaces, les cisterciens demandèrent à Thomas Becket de quitter Pontigny fin 1166. Il fut alors accueilli à l'abbaye de Sainte-Colombe-les-Sens, où il séjourna pendant 4 ans environ. D'après l'historien du Valois Claude Carlier, c'est probablement pendant cette période que Thomas Becket rencontra Philippe d'Alsace. Il rapporte que, voyant la construction en cours de la collégiale, Thomas Becket aurait posé la question « À quel saint dédierez-vous l'édifice » Philippe d'Alsace aurait répondu « Au premier martyr ». L'archevêque aurait poursuivi en demandant « Au premier martyr qui a été ou qui sera ?» car il y aura encore beaucoup de martyrs de par le monde. On peut comprendre que la collégiale, construite à la place d'une église Saint-Étienne, serait dédicacée à Saint-Étienne, le premier martyr chrétien, ou bien que Thomas Becket aurait posé cette question car il pressentait sa mort prochaine. Tel que l'on connaît aujourd'hui la propension de Claude Carlier à romancer et déformer les faits historiques, on peut douter de la réalité de cet épisode. Cependant, plusieurs réunions de conciliation eurent lieu entre Henri II et Thomas Becket. Les deux hommes se rencontrèrent début 1169 à Montmirail, puis en novembre 1169 à Montmartre, et enfin en juillet 1170 à Freithval, où ils trouvèrent un accord au terme duquel Thomas Becket fut autorisé à retourner en Angleterre pour occuper ses fonctions d'archevêque de Canterbury. Henri II fut en réalité forcé d'assister à cette réunion car en juin 1170, Thomas Becket, avec l'accord du pape, avait jeté l'interdit sur le royaume d'Angleterre suite au couronnement du fils d'Henri comme jeune roi par des ecclésiastiques ayant signé les constitutions de Clarendon, ce qui empiétait
sur les prérogatives de l'archevêque de Canterbury. C'est alors, selon la légende, qu'Henri II prononça devant ses gens une phrase dont la version la plus répandue est « Qui me débarrassera de ce prêtre turbulent ?» Prenant cette phrase pour un ordre royal, 4 chevaliers anglo-normands firent irruption le 29 décembre 1170 dans la cathédrale de Canterbury, et après quelques palabres, ils assassinèrent l'archevêque Thomas Becket dans des conditions atroces. L'assassinat d'un évêque par des chrétiens fit grand bruit dans toute l'Europe chrétienne. Très tôt, certains commencèrent à vénérer Thomas Becket comme un martyr chrétien. De nombreux pèlerins affluèrent à Canterbury et, dans la crypte, ils se recueillirent sur sa tombe. Henri II lui-même, puni par le pape, reçut l'absolution apostolique des légats de la papauté, à genoux sur une pierre de la porte nord de la cathédrale d'Avranches le 21 mai 1172. Ultérieurement, à Canterbury, il s'inclina sur la tombe de Thomas Becket. Le pape Alexandre III, de façon inhabituelle, canonisa Thomas Becket très rapidement le 21 février 1173. Une vague de dédicaces d'églises et de chapelles en l'honneur de Thomas Becket prit alors naissance dans toute l'Europe chrétienne. Philippe d'Alsace, qui avait rencontré Thomas Becket, se rendit 3 fois à Canterbury, dont au moins une fois en accompagnement de Louis VII, le roi de France, pour se pencher sur la tombe du saint, bravant les foudres d'Henri II Plantagenet, qui était par ailleurs son cousin de par sa mère. C'est donc dans ce contexte de ferveur généralisée qu'il faut comprendre le choix de Philippe d'Alsace et d'Élisabeth de Crépy en 1182 pour la dédicace de la collégiale qu'il faisait ériger à Crépy-en-Valois. Par ailleurs, il semble que la collégiale Saint-Thomas ait détenu une côte, relique du martyr, déposée dans une châsse actuellement exposée au musée de Cluny et sur laquelle est représentée une scène de l'assassinat de Thomas Becket. La relique qui y était déposée aurait disparu lors de la Révolution française. Du point de vue architectural, la collégiale Saint-Thomas Becket se présente aujourd'hui comme les ruines d'une église que l'on imagine de grande dimension lorsqu'elle fut terminée. Tous les historiens qui ont étudié cet édifice se sont heurtés à un manque patent de documents fiables sur cet ensemble. Il en résulte encore aujourd'hui un certain nombre de divergences dans la communauté des historiens, comme par exemple la date de finition de l'ouvrage, dont une partie pense qu'elle se situa avant la fin du XIIIe siècle et une autre partie qui opte pour une date ultérieure à 1371, en accord avec les écrits de Claude Carlier, qui précise en outre que ce sont les chanoines eux-mêmes qui ont achevé la construction de l'édifice. En revanche, l'ensemble des historiens se retrouvent d'accord sur une date d'environ 1170 pour le début de la construction de la collégiale. Cette dernière date correspond à la période d'architecture ecclésiale appelée le gothique primitif, expression à laquelle certains ajoutent le mot tardif pour caractériser la fin de la période. Au premier coup d'œil, l'observateur rattache la façade occidentale de la collégiale au type harmonique puisque les 2 tours précèdent les bas-côtés et encadrent la façade qui est le mur-pignon de la nef. À cette époque, dans la région, la cathédrale de Senlis et la cathédrale de Laon étaient en construction. On peut supposer que leurs architectures influèrent sur celle de la collégiale et que certaines équipes, travaillant sur les 2 premiers ouvrages, intervinrent probablement sur la collégiale. Si l'on compare en effet la façade occidentale de la collégiale avec celle de la cathédrale de Senlis, on est frappé dans les 2 cas par l'austérité relative de la paroi verticale et par la présence de 4 contreforts massifs associés aux tours qui partagent la façade en 3 parties. En constatant, d'autre part, que cette façade est également divisée en 3 parties horizontales, par des corniches en haut de la structure et par des larmiers dans sa partie basse, Nicolas Bilot y voit une symbolique d'architecture médiévale rappelant la Trinité. À gauche du portail, la tour nord montre 2 fenêtres ogivales. Au-dessus, ce que l'on peut appeler les ouïes du clocher sont formées de 2 lancettes ajourées, équipées chacune d'une colonnette médiane. Encore au-dessus se situe une flèche pyramidale à crochet et revêtement à écailles du type courant dans le Valois. Sur chaque face de la flèche, une baie fine porte un fronton aigu dont la saillie, vue de loin, donne l'impression d'un renflement de la flèche. Cependant,
la taille de cette flèche, trop petite pour la surface offerte par la tour-clocher, trahit une date d'édification bien plus tardive que celle de la collégiale. Un clocheton, situé au nord-ouest de cette partie sommitale, abrite l'escalier d'accès au clocher. À droite du portail, à son premier niveau, la tour sud présente, comme la tour nord, une fenêtre ogivale. Au niveau supérieur, un ensemble composé d'une dentelle d'arcature aveugle parcourt les surfaces latérales ouest et sud de la tour. Ces arcatures reposent sur des colonnettes en délit, dont la plupart ont disparu aujourd'hui. On remarque que cette dentelle est présente même sur les contreforts où les arcatures sont pourvues d'un fronton, et qu'elle est surmontée sur chaque façade d'une rose à 6 lobes ajourés. Ainsi, la façade occidentale n'est pas symétrique, ce qui peut se comprendre par le fait que les tendances architecturales et les équipes d'intervenants aient varié dans les 10 années environ qui ont séparé les constructions des deux tours. Sur la tour sud, un deuxième niveau d'arcature, analogue à la précédente arcature, est présente. Cette seconde arcature reste cantonnée au contrefort de la dite tour. Au coin des contreforts ouest de la même tour, on remarque avec Louis Grave, au-dessus du premier niveau, la présence de têtes et d'obscénae, une iconographie à contre-pied de la morale du Moyen-Âge, mais cependant courante dans tous les arts de l'époque. De cette description, il ressort donc que le parti pris de l'austérité utilisé lors de l'érection de la tour nord ait été quelque peu délaissé lors de la construction de la tour sud. Au centre de la façade, 2 lancettes encadrant le portail, plus fines et plus longues que celles des tours, font écho à ces dernières. Au-dessus se situe un très grand cercle aveugle, ajouré cependant par une lancette. Cet espace était initialement destiné à accueillir une rosace devant apporter la lumière divine à l'édifice. Il est entouré en ses 4 coins d'octolobes, fleurs à 8 pétales, et en son haut et en son bas de motifs faux jour, celui du bas étant constitué de motifs floraux à 4 lobes. Selon Nicolas Bilot, les travaux de finition de cette rosace ont probablement été interrompus par manque de financement après la mort en 1191 de Philippe d'Alsace parti en croisade. Le remplissage de la rosace par des pierres daterait donc de la fin du XIIe siècle. Examinons maintenant l'envers du décorum, le côté est du bloc façade. La dernière photographie que nous avons prise de cet ensemble date de quelques mois avant la tempête du 21 juin 2019. La tour sud montre en élévation une façade est percée par 2 lancettes. Cette façade s'écroulera lors de cette tempête. Les gravures ou les photos anciennes confirment cette disposition constructive. Plus en détail, l'une d'entre elles, prise à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle, nous renseigne sur l'existence d'un triforium dans l'édifice, qui est un espace de circulation étroit, généralement pourvu d'ouvertures, placé au-dessus des arcades principales d'une église. Selon les historiens, cette structure apparut initialement vers 1170 dans l'abbatiale Saint-Vincent de Laon, aujourd'hui disparue, mais aussi presque simultanément dans la cathédrale de Laon et la cathédrale de Senlis. À cet égard, on peut considérer que la collégiale Saint-Thomas de Crépy est un édifice novateur. Encore une fois, le savoir-faire de conception et de construction d'un tel dispositif fut diffusé de façon précoce, probablement par l'entremise des équipes qui travaillèrent simultanément ou successivement dans ces édifices. En nous dirigeant vers le nord, nous remarquons la hauteur des voûtes de la nef de l'ordre de 20 mètres. Cette hauteur est plus forte que celle de la cathédrale de Senlis, dont les voûtes culminaient dans la zone analogue à 17 mètres à l'époque. Les voûtes de cette dernière cathédrale furent rehaussées à 24 mètres lors des travaux de réfection suite à l'incendie de 1504. C'est donc dire qu'en son temps, avec ses voûtes hautes de 20 mètres, la collégiale Saint-Thomas-Becket était particulièrement majestueuse pour un établissement de sa classe. Plus au nord, la façade est de la tour-clocher présente une lancette au-dessus d'arcades délimitant les plafonds du collatéral nord, mais également celle délimitant le couloir de circulation côté narthex. Un mur, dans le prolongement du contrefort droit, semble supporter une petite partie du mur extérieur nord de l'édifice.
Comme par ailleurs, presque tous les ensembles architecturaux situés côté est de la collégiale avaient été détruits, une partie du mur supposé de l'enceinte fut utilisée pour appuyer un monument aux morts crépinois de la Première Guerre mondiale. Ce monument, quelque peu iconoclaste par son emplacement, conçu par André Bartholomé, fut inauguré le 11 novembre 1926. En parallèle fut aménagé le square planté d'arbres que l'on voit aujourd'hui, sur l'emplacement occupé antérieurement par la nef et le chœur de la collégiale. Deux questions se posent maintenant. Comment la collégiale Saint-Thomas-Becket, qui nous est apparue à la fois comme un édifice de grande dimension et à l'époque de sa construction, qui présentait une architecture novatrice, a-t-elle pu être détruite au point de ne conserver que sa façade occidentale, accompagnée de deux appendices, l'un au sud prolongeant l'arcature brisée d'une porte d'entrée, et l'autre au nord, constitué d'un mur bas sur lequel s'appuie aujourd'hui un monument aux morts. D'autre part, comment a-t-on pu restituer des plans de la collégiale représentant l'état initial de son architecture? Revenons au déroulement de l'histoire relative à l'édifice. Dès 1245, l'évêque Adam de Senlis créa une paroisse Saint-Thomas en raison de la croissance démographique de Crépy-en-Valois, mais également en raison de l'absence d'un édifice comparable susceptible d'appeler les fidèles à la prière par le seul clocher existant à l'époque dans la ville, qui pouvait de plus accueillir jusqu'à 1700 personnes. La création de cette paroisse avait aussi probablement pour objet de drainer le denier du culte, en supplément des prébendes déjà accordées par les comtes de Crépy, car il fallait entretenir aussi l'ensemble des édifices et des bâtiments sous la coupe de la collégiale. Le premier événement notable ayant eu un impact sur la collégiale et plus généralement sur l'économie de la région fut la guerre de Cent Ans. En 1433, en effet, les troupes anglaises s'emparent de la ville de Crépy, mais celle-ci est reprise par les Français en mai 1433. Nous ne connaissons pas le sort qui fut réservé à la collégiale pendant cet épisode. En 1434, les Anglais réapparaissent et ils font le siège de la ville. Ainsi s'emparent-ils de la collégiale Saint-Thomas, qu'ils utilisent comme tour d'observation des mouvements des troupes françaises à l'intérieur de l'enceinte fortifiée. Stratégiquement parlant, il faut remarquer que le fief des Bordes n'était pas intramuros et qu'il était facilement accessible par les fantassins car il ne bénéficiait pas de la protection naturelle offerte par le rue Sainte-Agathe. Avant de se retirer pour se diriger vers la Normandie, les Anglais avaient détruit les tours de la collégiale. En réalité, nous ne savons pas l'étendue réelle de ces destructions qui, selon Claude Carlier, étaient très importantes. Si, avec Jean-Louis Tomasini, nous suivons la Gallia Christiana, la durée de réparation de la collégiale aurait été relativement courte. Si nous suivons Prosper de Fleury, les registres crépinois de prélèvement de la taille ne montrent pas une inflation particulière sur cette période. S'ils sont donc d'accord sur le fait que les dégâts furent moins importants que Carlier ne les décrit, les historiens modernes se divisent cependant en deux camps. Pour les uns, seule la tour sud en fut affectée, et pour les autres, les deux tours furent endommagées. Lorsque la guerre de Cent Ans se termina vers 1453, l'édifice était abandonné et il nécessitait des réparations. On rapporte que le doyen du chapitre Saint-Thomas, Jean le Fuselier, demanda à Nicolas Sanguin, l'évêque de Senlis, l'autorisation de porter en procession dans le Valois les reliques de Saint-Thomas-Becket pour assurer le financement de ces travaux. Vers 1470, les chanoines entreprennent la restauration des murs et des voûtes de l'édifice. La flèche de la tour nord sera reconstruite vers 1475 selon certains, ou vers 1525 selon d'autres historiens. Au XVIe siècle, les guerres de religion furent une autre source de dégradation de la collégiale. En 1590, les troupes du duc de Mayenne assiégèrent la ville de Crépy. La défense des Crépinois autour de la collégiale entraîna son incendie. Encore une fois, l'ampleur des dégâts réels est mal connue. Prosper de Fleury, historien et maire de la ville de Crépy dans la seconde moitié du XIXe siècle, dans ses recherches sur l'histoire de la collégiale, monta au sommet de la tour nord. Il eut l'occasion de constater les traces d'un incendie et il examina la cloche.
Celle-ci, baptisée au nom de Thomas, portait une plaque sur laquelle on pouvait lire 1528 et tout mon premier être, 1590, par guerre et feu ils périrent, 1597, Thomas a fait renaître et la troupe endormie. Ces dates nous indiquent respectivement la date initiale de la mise en place de Thomas, la date de sa destruction pendant les guerres de religion, et enfin la date de sa remise en place après refonte. Cette inscription confirme donc la séquence des événements survenus dans la collégiale à la fin du XVIe siècle. En parallèle à l'action des chanoines, des confréries, qui étaient des institutions caritatives regroupant des laïcs et des ecclésiastiques, influèrent sur l'architecture de la collégiale, car elles assurèrent pendant plus de 3 siècles la gestion minimale nécessaire à l'entretien courant des bâtiments, y compris ceux de l'école qui avaient été fondés à la demande de Philippe d'Alsace. Elles y apportèrent également quelques modifications mineures. La confrérie de la Sainte Trinité existait dès 1185. Cette institution siégeait initialement dans la chapelle Saint-Aubin, attenante au palais comtal de Crépy. Elle fut appelée confrérie aux prêtres, car probablement ces derniers y étaient majoritaires. La confrérie tenait ses assemblées dans l'église Saint-Denis, au nord de Crépy, et possédait une maison près de cette église. En 1475, la confrérie demanda son transfert dans la collégiale Saint-Thomas à Simon Bonnet, l'évêque de Senlis, qui leur accorda. À cette occasion, la confrérie installa à ses frais une chapelle dite de la Sainte Trinité dans la collégiale. Elle avait également en charge la gestion du collège de Crépy qui avait été créé par Philippe d'Alsace. En 1638, une autre confrérie, appelée confrérie de Saint-Joseph, ayant pour objet de porter assistance aux pauvres malades de la ville, fut installée également dans la collégiale Saint-Thomas. La troisième période, qui marqua de façon profonde l'architecture de la collégiale Saint-Thomas-Becket, fut l'époque s'étendant de la Révolution jusqu'au premier balbutiement de l'Empire napoléonien. En juillet 1790, en effet, les prêtres deviennent fonctionnaires d'État, les 2 confréries que l'on vient d'évoquer sont dissoutes à l'instar des ordres religieux. La collégiale devient un bien national. En 1793, elle est fermée au culte pour être transformée en salle communale qui sert de salle de réunion du conseil municipal, puis en temple de la raison et enfin en temple dédié à l'être suprême, dont le tympan de la porte occidentale témoigne encore par une inscription qui fut restaurée à l'époque contemporaine vers 1935. Le culte catholique fut rétabli pour un temps en 1795. En 1799, l'infiltration des eaux résultant des prélèvements du plomb utilisés sur la toiture, dans le but de fabriquer des balles pour les armées révolutionnaires, provoqua l'écroulement d'une chapelle située au nord-est de la collégiale. En février 1802, le conseil municipal décida la fermeture définitive de la collégiale et le percement de la rue Jean de La Fontaine qui traversa le cœur de l'église. Il semble que l'édifice fut alors utilisé de façon non officielle comme carrière de pierre par les Crépinois. En 1805, la collégiale fut vendue en 3 lots à un entrepreneur de Compiègne qui commença le dépeçage de l'édifice pierre par pierre. En août de la même année, le maire de Crépy, Étienne-Marie de Lahante, racheta le clocher et la façade occidentale de la collégiale, et il y fit installer une horloge. Après quoi, M. de Lahante fit cadeau de l'ensemble à la ville de Crépy en 1823. Enfin, en 1875, la collégiale bénéficia d'être classée sur la liste des monuments historiques, ce qui lui permettra ultérieurement d'être sauvée après la tempête de juin 2019. Les plans de restitution de la collégiale Saint-Thomas-Becket les plus fiables en notre possession aujourd'hui ont été élaborés par 2 historiens du XIXe siècle, Prosper de Fleury, maire de Crépy-en-Valois, et le docteur Alfred Bourgeois. Ces derniers se sont probablement appuyés sur un plan des archives départementales, daté de 1804, montrant l'emprise de l'édifice à cette époque. Ce plan est pourvu d'échelles. On remarque que sa date d'établissement se situe entre février 1802, date correspondant à la fois à la fermeture de la collégiale et au début de son démantèlement informel par les habitants de Crépy, et 1805,
date de la vente de l'ensemble à un entrepreneur de Compiègne qui commença le démantèlement systématique, pierre à pierre, du bâtiment. À première vue, le plan masse semble donc relativement fiable, car les relevés ont été effectués alors qu'une bonne partie de la collégiale était encore en élévation. Ce plan indique en outre le percement de la rue Jean de La Fontaine, passant à travers le chœur de l'église, ordonné en 1802 par le conseil municipal de Crépy. Si on utilise les échelles qui y sont indiquées, on peut calculer une largeur de 27 mètres environ pour la façade occidentale, une dimension que l'on peut vérifier encore aujourd'hui. La longueur totale de l'édifice peut ainsi être évaluée à 60 mètres. En ce qui concerne l'architecture intérieure de l'édifice, qui ne figure pas sur le plan d'archives précédent, les historiens possédaient d'autres représentations, en particulier une esquisse établie par Tavernier de Jonquière au XVIIIe siècle, un dessinateur dont la fiabilité s'est révélée en nombre d'occasions. En première approximation, une vérification de cette fiabilité sur la représentation de la collégiale Saint-Thomas peut être effectuée rapidement. Si l'on considère en effet que les hommes figurant au bas du dessin mesurent environ 1,75 m de haut, on peut calculer par comparaison que la hauteur des voûtes est de 21 mètres environ, ce qui correspond à peu près à la mesure de 20 mètres que l'on peut observer de nos jours sur les restes de la dernière voûte de la nef. Sur cette représentation, on aperçoit le long des bas-côtés des arcs formerés en tiers-point surmontés par le triforium que nous avons évoqué précédemment. Les arcs du triforium sont eux-mêmes surmontés en partie par des hautes fenêtres. Par ailleurs, un magnifique jubé, avec en acrotère une représentation de Jésus sur la croix, occupe la partie centrale de l'esquisse. Sur la gauche apparaît une chaire sculptée par Pierre Randon au XVIIIe siècle. Lors de la destruction quasi complète de l'édifice, les éléments de mobilier que l'on vient d'évoquer ont été réinstallés. Le Jésus sur la croix, dans un premier temps à Saint-Martin de Bouillan, puis au musée de l'Archerie à Crépy-en-Valois. La chaire est celle que l'on peut admirer maintenant dans la cathédrale de Noyon, et l'encadrement du buffet d'orgue, que l'on ne voit pas sur les dessins, et pour cause, car il se situe derrière l'observateur, est aujourd'hui celui de l'orgue de l'église Saint-Denis de Crépy. La méthode de restitution des plans de la collégiale, utilisée par messieurs de Fleury et Bourgeois, consista à considérer que son architecture, comme celle de toutes les églises de son temps, possédait une certaine répétitivité dans une symétrie d'ensemble. Par exemple, si on considère le plan actuel des vestiges, on peut supposer que la position des colonnes de la nef possède une périodicité de 5 mètres, comme l'indiquent les vestiges des colonnes encastrées dans le mur nord, encore en élévation. Puis, par une symétrie axiale dont l'axe dirigé est-ouest passe par le centre de la nef, ils ont déduit immédiatement la position des colonnes côté méridional. Malgré toutes les vicissitudes subies par la collégiale, comme par exemple la présence d'un marchand de bois qui occupait l'espace est de l'édifice, les historiens ont pu vérifier que leur supposition était exacte, car il existait dans le dernier tiers du XIXe siècle des vestiges encore émergeants du sol, des piles de la nef et du transept. Dans ces conditions, ils ont proposé des plans très proches où la nef est constituée de 5 travées à voûte quadripartite. En ce qui concerne le transept, les propositions des historiens sont identiques puisqu'ils fixent sa largeur à 10 mètres, égale donc au double de la distance utilisée pour le positionnement des colonnes de la nef. On remarque que le transept dépasse de très peu la largeur de la nef, Prosper de Fleury allant même jusqu'à l'alignement avec la nef côté sud. C'est au niveau du chœur de la collégiale que les propositions sont divergentes, puisqu'en effet M. Bourgeois suppose que l'axe principal du chœur est aligné avec celui de la nef, alors que M. de Fleury suppose un désaxement de quelques degrés vers le nord. Au XIIe et XIIIe siècle, il n'est pas rare de rencontrer un tel désaxement qui se voudrait être une expression architecturale symbolique de Jésus sur la croix, le transept représentant le patibule de la croix et le chœur désaxé représentant la tête de Jésus penchée sur le côté. Ainsi en est-il de l'église Saint-Pierre de Senlis
à proximité de Crépy-en-Valois, ou de la cathédrale Notre-Dame de Laon. La liste des églises à cœur des accès de ce temps est très longue, le désaxement pouvant aussi se produire sur la droite. Viollet-le-Duc l'attribuerait à des erreurs de mesure lors du remplacement d'églises existantes par une nouvelle église. Le débat sur l'origine des désaxements est encore d'actualité. Mais lequel de M. Bourgeois ou M. de Fleury a-t-il effectué le relevé le plus exact de la collégiale Saint Thomas Becket de Canterbury? That is the question, my dear. Pour présenter la description fonctionnelle de la collégiale, nous avons pris arbitrairement le plan élaboré par M. de Fleury. Dès le XIIIe siècle, la collégiale était dotée d'un maître-autel et de 6 chapelles qui étaient respectivement la chapelle Saint-Éloi derrière le maître-autel. On note au passage qu'il n'existait pas de déambulatoire à la périphérie du chœur. La chapelle Notre-Dame, fondée en 1210. La chapelle Saint-Étienne, du nom de la chapelle qui, comme nous l'avons déjà signalé, aurait précédé la collégiale Saint-Thomas. Elle devint l'autel de la paroisse en 1245. La chapelle Saint-Jean-Baptiste, fondée en 1229 et implantée sur le diverticule nord du transept. La chapelle Saint-Nicolas, située sur la partie gauche du chœur, fondée en 1238, appelée aussi à l'époque chapelle maladinale, qui est devenue en français moderne chapelle matutinale, consacrée à la première messe de la journée, les matines. La chapelle Saint-Pierre, située sur la droite du chœur, près de la sacristie, fondée en 1288. Ultérieurement, 2 autres chapelles seront fondées, accolées au sud de la nef par les confréries que nous avons déjà évoquées. La chapelle de la Trinité, créée en 1475 par la confrérie aux prêtres ou de la Sainte Trinité lors de son transfert de l'église Saint-Denis à la collégiale. La chapelle Saint-Joseph, accolée à la tour sud, est créée en 1638 par la confrérie de Saint-Joseph. Mais ceci est un nom d'usage associé à la présence de la confrérie. Cette chapelle aurait été créée à l'invocation de Saint-Rieul. En 1647, lorsque fut créée la porte des Capucins au nord-est de la collégiale, la chapelle Saint-Antoine d'Échange fut détruite et rattachée, selon les sources, soit à la chapelle Saint-Jean-Baptiste, soit à la chapelle Saint-Étienne de la collégiale. En dehors de ces chapelles, la collégiale fut dotée dès le XIIIe siècle de façon classique d'une entrée côté façade occidentale, large de 2 mètres, et de façon moins classique côté sud, d'une entrée en forme de porche, large de 3,50 m environ, à double porte, avec escalier et meneau central, portant la statue grandeur nature de saint Thomas Becket. Cette entrée joua probablement le rôle d'entrée principale. Enfin, du point de vue de l'implantation générale, au nord de la collégiale se situaient les bâtiments conventuels, avec cloître à l'usage des chanoines, dont on peut encore observer quelques vestiges sur des habitations de la rue du cloître Saint-Thomas, et du côté est se situait au-delà de l'abside le cimetière réservé aux prélats. Au sud et à l'ouest, la collégiale était pourvue d'un grand parvis. On remarque que le plan de M. de Fleury comporte au nord-est une entrée réservée aux prêtres qui l'utilisaient en particulier pour accéder à la chapelle matutinale Saint-Nicolas. C'est ainsi que la collégiale Saint-Thomas Becket fonctionna jusqu'à la Révolution française et précisément jusqu'en 1799 où l'infiltration des eaux provoqua l'écroulement de la chapelle Saint-Jean-Baptiste dans le transept nord, qui marqua le début de la destruction quasi totale de l'édifice sur son côté oriental. Une maquette de la collégiale Saint-Thomas Becket, élaborée par Pierre Potier au XXe siècle, permet de comprendre visuellement l'agencement de l'édifice vu du parvis sud. On y remarque le porche d'entrée que l'on vient d'évoquer, entouré par les chapelles déjà décrites. Sur cette maquette, la flèche surmontant la tour clocher nord, qui provient manifestement d'une photo séparée, ne nous paraît pas être du meilleur effet. En ce qui concerne le chantier de remise en état des vestiges de la collégiale, tel qu'il se présentait avant juin 2019, la première étape de sauvegarde de mise hors d'eau et de consolidation des vestiges fut réalisée rapidement, ce qui correspond à l'image actuellement projetée. Les travaux de consolidation ont démarré réellement début 2022 et il était prévu qu'ils dureraient 3 ans environ. La tour clocher nord, qui n'était pas entourée initialement d'un échafaudage,
le fut courant 2024, car cette tour est le pilier de l'ensemble résiduel de la collégiale, ce qui donne maintenant l'aspect d'un chantier complet, tel que montré sur la nouvelle image projetée sur l'écran actuellement. Le chantier sera-t-il terminé avant fin 2025 ? Rien n'est moins sûr, car des difficultés inattendues peuvent survenir à tout instant. Pour ceux qui seraient intéressés par l'organisation d'un tel chantier et les moyens techniques modernes utilisés par les spécialistes, nous leur conseillons de visionner la série documentaire en 4 épisodes, mise en ligne par la société Aquilon sur Archivolt, une chaîne de YouTube.